« 17 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État, c'est le coût de l'accord d'exploitation acté hier entre le gouvernement burkinabé et la société minière Salma Mining, qui obtient ainsi l'autorisation d'exploiter la mine située entre les communes de Legmoy et Gamborola dans la région du Sud-Ouest. Tous les détails dans un court instant. On les prenait pour des terroristes. Finalement, il n'en est rien. Les 4 personnes de la communauté Peul sauvées d'un lynchage à Bobo-Dioulasso ont été libérées des services régionaux de la police judiciaire des Hauts-Bassins. Dans cette édition, il nous retrace le fil des événements dignes d'un film de combat. Bientôt, les appelés du service national pour le développement SND ne pourront plus se dérober comme ils veulent de la formation militaire sous peine de sanction. C'est le projet de loi en attente d'adoption encadrant cette formation qui le précise. L'annonce a été faite hier par le directeur du SND qui était face à la presse pour faire le point des formations dispensées aux jeunes. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur les antennes de la télévision BF1. Toutes nos excuses pour ce léger retard, indépendamment de notre volonté. Cette bonne nouvelle pour ouvrir ce journal, c'est une bonne nouvelle qui va bientôt permettre de renflouer les caisses de l'État et créer du même coup des emplois. Il s'agit de la signature de convention intervenue hier entre l'État burkinabé et Salma Mining. À travers cet accord, le gouvernement burkinabé donne quitus à la société minière de commencer l'exploitation de la mine d'or située dans la région du Sud-Ouest entre les communes de Gamborola et Legmoy. Plus de précisions avec Abdouaziz Sarri. C'est officiel. La société Salma Mining a désormais l'autorisation du gouvernement burkinabé pour l'exploitation de la mine d'or située entre les communes de Legmoy et de Gamborola dans la région du Sud-Ouest. Pour une durée de 6 ans, l'exploitation de ce gisement va apporter à la caisse de l'État plus de 17 milliards de francs CFA. Elle va contribuer également à l'alimentation du Fonds minier de développement local à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Pour nous, la signature de cette convention renferme aussi la résilience des sociétés minières, en l'occurrence ici Salma Mining SA, dans un contexte d'insécurité que nous connaissons. Et donc, le fait de se rencontrer, ça permet, matérialise cette résilience. Nos VDP sur le terrain matérialisent cette résilience. La recherche de lendemain meilleur pour les Burkinabés matérialise cette résilience. En termes d'emploi, ce sont 109 Burkinabés et un expatrié qui sont embauchés par la société Salma Mining. Donc, c'est vous dire à quel point ouvrir une mine, pour nous, est un motif de satisfaction. Je profite de votre micro pour dire que hier, nous avons, le Conseil des ministres a autorisé la mise en place de 7 mines semi-mécanisées qui seront donc exploitées à travers l'ADEMAS. Cela pour que l'ADEMAS puisse signer des conventions avec des privés burkinabés dans le but de moderniser davantage le secteur minier artisanal au Burkina Faso, mais aussi dans le but de promouvoir le contenu local et de faire des champions nationaux des modèles d'investissement au Burkina Faso. Se réjouissant d'être dans une zone avantageuse en termes de sécurité, Salma Mining s'engage à respecter les clauses du contrat qui la lie au gouvernement. C'est d'abord dire merci aux plus grandes autorités de ce pays qui ont fait confiance à cette société dirigée par des nationaux et avec des capitaux nationaux, comme vous avez remarqué, c'est des capitaux africains et burkinabés essentiellement, et dire enfin qu'au bénéfice de cette confiance-là, la société s'engage à respecter scrupuleusement la disposition de la réglementation nationale, l'environnement et être une société citoyenne. Il est attendu de la mine d'or située entre les communes de Legmoy et de Gamborola plus de 5 tonnes d'or
au terme de ce contrat. Les faits peuvent indigner, ils sont déshumanisants. Ils se déroulent le 31 mai dernier à Bobo-Dioulasso. 4 personnes de la communauté Peul, soupçonnées d'être des terroristes, y ont été bastonnées par des populations sauvées grâce à l'intervention de la police. Les enquêtes vont finalement révéler qu'il n'en est rien. Ces 4 hommes libérés se souviennent des événements dans ce reportage de Majid Bakouan. Regardez. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux la semaine dernière. 4 personnes mises aux arrêts au secteur 10 de Bobo-Dioulasso. Tous des bergers Peul venus de Satiri pour vendre leurs bœufs dans un marché de bétail. Ils ont été appréhendés et torturés par des populations avant d'être sauvés grâce à l'intervention des forces de défense et de sécurité. Après quelques jours passés au service régional de la police judiciaire, ils ont été libérés après des enquêtes. Donc, le mercredi passé, j'étais venu à Bobo ici. Tal Amidou m'a dit d'accompagner ses enfants pour aller à la parc là. Donc, quand on est arrivé là-bas, je suis allé présenter les enfants là à les gens des parcs là, El Haj Kabore. Et après, je suis quitté là-bas. Je suis venu au bord de Goudron là. Mais il y avait 2 messieurs qui étaient arrêtés au bord de Goudron là. Quand je suis arrivé, il m'a arrêté. Donc, je suis arrêté, il est venu. Donc, au lieu de me saluer, il a enlevé le clé de moto là. Il a enlevé le clé de moto, il m'a frappé. Donc, on se baladait là-bas, il m'a fait tomber. Il a enlevé une corde pour m'assurer. Il a attaché mes pieds là. Donc, c'est pour me frapper seulement. N'importe quelle personne qui vient, il frappe seulement. Bon. Il y avait l'argent dans ma poche, ils ont fouillé, ils ont enlevé tout ça. Donc, il y a un policier qui était à côté, lui, il avait sa moto. C'est lui qui est couru, venu le demander que c'est pourquoi. Donc, lui, il a dit que moi, je suis un djihadiste. Il dit que non, mais même si djihadiste, on ne peut pas arrêter une personne comme ça. C'est lui qui m'a pris sur lui. C'est lui qui a appelé le bac là. Ils sont venus nous prendre pour aller sur la route de Barkilenda là-bas. Et après là-bas, c'est eux qui nous amènent à la Fiabou. L'association Walde Fulbe Burkina, qui milite pour la défense des droits des peuples, dit avoir suivi ce dossier de près. Elle se réjouit que la lumière soit faite sur cette affaire. Déjà même, nous remercions Dieu et nous remercions la promptitude des autorités qui se sont activées réellement pour que le pire ne soit pas arrivé. Ces jeunes, ils ont eu la chance, ils n'ont pas été tués sur place. Sinon, il y a plusieurs qui sont morts comme ça, sans jugement, parce qu'ils sont des présumés terroristes. Plusieurs. Les informations nous viennent, mais comme il n'y a pas de jugement, on ne peut rien dire. Donc, ceux-ci, ils ont eu la chance. Ce que nous allons toujours demander à la population, il ne faut pas que d'office, quand on voit des gens comme ça, c'est des suspects, il ne faut pas qu'on s'en prenne à ces gens-là comme si réellement c'était des vrais terroristes. Quand quelqu'un est suspect, on appelle les forces de l'ordre. Ils vont venir rapidement et puis, bon, les auditionner et puis voir s'ils ne sont pas des terroristes, on les libère. Je peux dire que c'est grâce à les policiers là que je parle aujourd'hui. Parce que si ce n'est pas les policiers là qui étaient pressés pour venir là-bas, là, ils allaient me tuer. L'association invite la communauté Peul à plus de prudence en ayant les documents d'identité toujours au complet. Nous allons aussi dire à notre communauté d'être encore plus prudent, de ne pas sortir sans les documents administratifs qu'il faut, c'est-à-dire les pièces d'identité. Ceux qui sont en transhumance, qu'ils brouillent avoir les papiers de transhumance avec les animaux, parce qu'actuellement, si on doit des animaux d'une zone A vers une zone B, on peut facilement croire que c'est des animaux volés. Et donc, on va toujours insister à ce que la communauté, tous ceux qui vont se déplacer avec des animaux et des papiers de transhumance, tous ceux aussi qui sont en ville, qui se promènent, qu'ils aient le minimum de papiers qu'on demande, c'est-à-dire la CNB. Tout en remerciant les FDS et les acteurs de la justice pour leur professionnalisme, la communauté Peul vivant à Bobo-Dioulasso invite la population à se démarquer de ces genres de situations en vue de promouvoir la cohésion sociale au Burkina Faso.
Le 15 juin prochain, le Service national pour le développement procédera au lancement du recrutement de la 79e promotion des appelés volontaires à Tenkodogo dans la région du Centre-Est. Annonce faite hier par le directeur général du SND, le colonel-major Mathieu Benao, et c'était à l'occasion d'un point de presse tenu pour porter également à la connaissance de tous que bientôt, les appelés volontaires seront contraints de suivre la formation militaire de retour au SND depuis 2021. Plus de précisions avec Archimède Boy. C'est une mesure attendue au niveau du Service national pour le développement, SND. Un projet de loi encadrant la formation militaire de retour depuis 2021 au sein de cette structure, œuvrant à l'engagement citoyen des jeunes à travers l'éducation civique. Ce jeudi, le colonel-major Mathieu Benao, directeur général du SND, annonce des dispositions contraignantes pour tous les appelés qui tenteraient de se dérober à la formation militaire. Le projet de loi est présentement sur la table des députés à l'Assemblée législative de transition. Dans la mesure où, dans les dispositifs législatifs, rien n'oblige un jeune à accepter la formation militaire, nous nous sommes retrouvés confrontés à des cas de désertion. Les jeunes, ils intègrent ou ils ne viennent même pas au regroupement, soit qu'ils arrivent 2 jours après, un matin on se lève pour le contrôle, on trouve qu'il y a 4 ou 6 qui ont pris la clé des champs la nuit. Nous n'avons aucun moyen de pression. Cette loi va donc permettre de sanctionner de tels appelés au Service national pour le développement. Un service qui veut aussi contribuer à assurer la sécurité alimentaire par l'accroissement de la production agricole avec la mise en place d'un centre dédié à cet effet. C'est la création d'un centre de formation en agro-silvopastoralisme à Samandini. Et un autre dans le sud-ouest du pays, ajoute le directeur général du SND, qui dresse par ailleurs un bilan positif de la formation civique et militaire des 1000 appelés fonctionnaires de l'État tenus en 2021. Les fonctionnaires, souvent isolés, n'avaient pas le réflexe de sécurité. Au moins, après la formation militaire, ils ont un réflexe qui leur permet d'apprécier certaines situations d'insécurité et de pouvoir se mettre à l'abri. Le 15 juin prochain, le Service national pour le développement annonce le recrutement de la 79e promotion des appelés volontaires dont le lancement aura lieu à Tenkodogo, dans la région du Centre-Est. Eux aussi doivent être aguerris pour mieux contribuer à la lutte contre le terrorisme. 3 jours durant, ils vont mener des réflexions sur la lutte contre l'insécurité dans le but de pouvoir y contribuer efficacement plus tard. Ils vont aussi promouvoir leur école et s'ouvrir au monde. Tout ceci à travers des activités socio-culturelles et éducatives qui se tiennent à l'occasion des 72 heures de l'élève forestier et environnementaliste. Organisée par les élèves eaux et forêts de l'École nationale des eaux et forêts de Denderesso, cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Salomon Tapsoba, Soto Justin Dabiré, reportage. C'est pas une conférence publique que débutent les activités des 72 heures de l'élève forestier et environnementaliste ici à l'École nationale des eaux et forêts de Denderesso. Pendant les 3 jours, les élèves de l'ENEF vont mener diverses activités socio-culturelles et éducatives. Organisées à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin 2023, les organisateurs ont fait de la question de la sécurité une priorité. Aujourd'hui, notre souhait est que déjà, les produits qui vont quitter l'École nationale des eaux et forêts, lorsqu'ils seront sur le terrain, que déjà la problématique de la sécurité soit la leur. Et que déjà, ils se posent déjà les bonnes questions à l'heure actuelle et qu'ils prennent des engagements fermes afin que déjà sur le terrain, ils puissent vraiment apporter une grande contribution à la reconquête de l'intégrité du territoire. Nous allons suivre les conférences, les panels, les thématiques sur le thème en question, sur les droits humains et gestion de l'environnement.
faut ajouter que lorsque on est dans cette phase de lutte-là, il faudra que les stagiaires qui sont là, qui vont se retrouver bientôt sur le terrain, puissent juguler les deux thèmes. Contribution de l'élève forestier et environnementaliste à la lutte contre l'insécurité, quelle synergie d'action? C'est le thème retenu pour ces 72 heures de l'élève forestier et environnementaliste de l'ENEF. Pour le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement, patron de ces 72 heures, ce thème s'inscrit parfaitement dans la vision du gouvernement actuel qui est la lutte contre l'insécurité. Je dirais que c'est un gros plaisir pour nous de nous retrouver avec l'étudiant de l'ENEF et l'élève de l'ENEF pour magnifier ces 72 heures. L'ENEF, c'est une chance pour nous. Et donc, nous ne pouvons qu'accompagner sérieusement et sereinement toutes les actions qui sont entreprises ici. Pour ce premier jour, 3 communications ont eu lieu autour du thème principal. Un cross populaire et le lancement de la Coupe du DG sont également des activités qui ont eu lieu à ce premier jour des 72 heures de l'élève forestier et environnementaliste. Le programme des activités comprend également un don de sang, une journée de salubrité, une rue marchande et une soirée dansante le samedi 10 juin 2023. Santé à présent, après 5 années de mise en œuvre, l'heure est au bilan pour la phase 2 du programme d'appui à la politique sectorielle santé PAPS 2. Hier, 8 juin, à l'atelier de clôture du programme, on apprend que plus de 7 millions de prestations préventives et curatives gratuites ont été offertes aux femmes. Quant aux enfants, 11 millions ont été pris en charge gratuitement dans les différents centres de santé du pays. On en sait davantage avec Océane Dabonné et Maxime Ilboudou. Plus de 11 millions d'enfants ont été pris en charge gratuitement dans les formations sanitaires au Burkina Faso en 2022 grâce à la deuxième phase du programme d'appui à la politique sectorielle santé mise en œuvre en 2016 avec pour objectif de contribuer à la couverture sanitaire universelle et à la réduction de la mortalité infantile et maternelle. Le projet est à terme. Après 5 années d'exécution, les acteurs dressent le bilan. Plusieurs millions d'actes gratuits pour les femmes, pour les enfants ont été réalisés dans le cadre du PAPS 2. Il y a eu un appui direct aux districts sanitaires, ce qui leur a permis d'avoir de la logistique roulante, d'avoir du médicament, d'avoir des équipements pour assurer la prise en charge de qualité des patients. En dehors de cet aspect, nous pouvons aussi noter la veille communautaire qui a été mise en place et qui a permis d'entendre les voix des populations. Le programme d'appui à la politique sectorielle santé 2 a coûté plus de 84 millions d'euros, soit 55 milliards de francs CFA. Il n'a été possible qu'avec l'accompagnement de l'Union européenne. Une population en bonne santé, c'est la condition vraiment pour un développement durable au Burkina Faso. Et c'est pour ça que nous avons soutenu les efforts du gouvernement avec des montants très importants. Et je remercie le ministère, toutes les structures étatiques et non étatiques, mais surtout le ministre lui-même pour la bonne collaboration, la bonne mise en œuvre de ce vaste programme. C'est la fin du programme d'appui à la politique sectorielle santé 2. Mais les acteurs du projet entendent pérenniser les résultats obtenus et assurer la continuité des services de santé et de nutrition dans les zones à fort défi sécuritaire. Bientôt, ce sera également le ouf de soulagement pour les populations de Marcoussis qui souffrent le martyre pour rallier le centre-ville, surtout en saison pluvieuse, faute de routes adéquates. Hier, l'agence municipale des grands travaux sous l'égide des autorités a procédé au lancement des travaux de bitumage et d'assainissement de la principale voie qui relie Kilouin à Marcoussis dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Longue d'environ 3 km, ce sont un peu plus de 3 milliards de francs CFA qui sont mobilisés pour la réalisation des travaux prévus pour durer 8 mois. Amadou Diko nous en dit plus. Dans 8 mois, cette infrastructure routière traversant les quartiers Kilouin et Marcoussis de Ouagadougou sera praticable. En procédant au lancement des travaux de construction et de bitumage de la voirie, les autorités veulent ainsi faciliter la mobilité urbaine des populations de l'arrondissement 3 et 9 de la capitale. Ce qui est intéressant ici, qu'il faut dire,
c'est que nous n'avons pas choisi cette voie au hasard. C'est-à-dire que quand elle sera vraiment mise en service, elle va permettre de desservir la ville, en permettant aussi de désengorger les voies principales, qu'est la route de sortie, la grande voie de sortie que tout le monde connaît. Donc c'est pour dire également, elle passe à proximité de certaines infrastructures socio-économiques et culturelles, ce qui est vraiment aussi important. Et quand vous le savez, Marcoussis, quand il pleuvait, c'était la croix et la bannière pour ces populations. Donc aujourd'hui, je pense que d'ici 8 mois, ces mauvais souvenirs seront derrière nous. Avec la réhabilitation de cette route, c'est un ouf de soulagement pour ces populations qui avaient longtemps réclamé la réfection d'un certain nombre de voiries. Leurs attentes à l'issue des travaux, c'est d'avoir une infrastructure de qualité. Nos attentes, c'est vraiment de réaliser un goudron aux normes, comme ils l'ont dit, répondant au cahier de charges, parce que je me dis qu'ils ont souscrit à un cahier de charges pour réaliser ces projets. Donc je me dis qu'ils vont vraiment réaliser un travail de très bonne qualité. À ce sujet, le gouvernement a rappelé aux entreprises en charge des réalisations l'obligation de livrer à la fin des travaux des infrastructures conformes aux normes et standards requis. Nous souhaitons que les entreprises au moins s'engagent sous la conduite de la mission de contrôle à exécuter dans les règles de l'art les travaux de ces voiries et assainissement. Et il faut mettre vraiment la technicité et vraiment le dévouement qu'il faut pour qu'on ait des ouvrages de qualité. Nous rassurons la population que dans 8 mois, dans un peu moins de 8 mois, nous allons rendre l'ouvrage aux populations, conformément aux prescriptions. En plus de la réhabilitation de ce tronçon long d'environ 3 km, il est aussi prévu, entre autres, la réalisation de caniveaux, un trottoir en pavé et la construction d'une clôture pour le cimetière de Kilouin. Le tout estimé à un coût de plus de 3 milliards de francs CFA, financé par l'AFD, l'Agence française de développement. Dans la page sport de ce 13h, nous parlons des arts martiaux, notamment le taekwondo et les risques de blessures liés à la pratique de cette discipline. Dans l'élément qui va suivre, le docteur Abdourahmane Sissé, spécialiste en médecine du sport, nous parle justement des blessures que peuvent contracter les combattants en taekwondo. Vous allez le voir, même si elles sont souvent bénignes, un bon suivi médical est nécessaire pour éviter des séquelles après carrière. Madi Zongo, Benjamin Kwame. Dans un combat de taekwondo, la victoire en donnant des coups à l'adversaire, des actes qui peuvent engendrer des lésions, des blessures qui sont souvent bénignes, explique Dr Sissé. Le taekwondo étant un art martial qui met en évidence les coups marqués par les pieds et les poings, donc on a le plus fréquemment des contusions au niveau des pieds. Et étant donné que les points marqués au niveau de la tête comptent jusqu'à 3 points, donc les athlètes cherchant à frapper la tête, on a beaucoup de lésions également bucco-dentaires et maxillofaciales. C'est notamment les lésions osseuses, notamment les fractures, mais fort heureusement, ces lésions sont quand même rares. Il y a beaucoup de contusions, des entorses, mais rarement des fractures. Parce que ces athlètes étant très bien entraînés, ils sont habitués à supporter ces coups. Donc la plupart des lésions sont en général bénignes. Les lésions osseuses sont rares, on en trouve quand même, mais c'est rare. Par exemple, à l'échelle de ce championnat, on n'a pas enregistré de lésions osseuses, de fractures. Voilà. Mais sinon, l'année passée, on a eu un cas de fracture de jambe, de fracture des 2 os de la jambe. Ouais. Avec l'envie de gagner tout à prix, certains athlètes n'hésitent pas à cacher les blessures, des prises de risques qui peuvent engendrer de graves conséquences à long terme. On a très fréquemment des lésions au niveau des genoux qui souvent, quand c'est négligé, à long terme vont donner des lésions chroniques à type d'arthrose et en tout cas des lésions ligamentaires chroniques qui vont beaucoup handicaper la vie à long terme de l'athlète, surtout à la retraite. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on a une blessure, il faut reconnaître qu'on est blessé et accepter les soins. Et si jamais ces soins demandent un arrêt des entraînements ou de la compétition, respecter les prescriptions du médecin pour ne pas aggraver les lésions qui vont effectivement se faire, qui vont, comment on appelle ça, altérer la qualité de vie de l'athlète après à la retraite. Oui. La longévité d'un athlète de haut niveau dépend de l'entraînement et surtout de son mode de vie.
Les pratiquants du taekwondo sont plutôt de bons élèves dans ce domaine. Il faut reconnaître que ceux qui pratiquent ces arts martiaux, surtout le taekwondo, il faut reconnaître qu'ils ont une très bonne hygiène de vie. Ça, il faut le reconnaître. C'est les athlètes qui ont une très bonne hygiène de vie. Seule chose qu'il faut maintenant associer, c'est d'accepter d'avoir un bon suivi médical, accepter suivre les prescriptions ou bien accepter suivre le protocole de traitement des médecins en cas de blessure. Sinon, en termes d'hygiène de vie, on a rarement des cas d'écart, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit même la vie de tous les jours. C'est les athlètes qui savent récupérer après les efforts. C'est les athlètes qui savent ménager leur vie hors de l'activité sportive pour être vraiment en forme pour ces compétitions. Les arts martiaux les plus pratiqués au Burkina Faso sont le taekwondo, le judo, le karaté, le kung-fu et le vovinam Viet Vo Dao. Actualité hors de chez nous à présent et direction la Côte d'Ivoire. L'ancien président ivoirien ne dément pas. Il ne laissera personne salir son nom, a-t-il déclaré hier en réaction à sa radiation des listes électorales. Il annonce avoir déposé un recours suite à cette décision, l'excluant des compétitions électorales à venir. Plus de précisions avec nos confrères d'Africa News. Radié des listes électorales, Laurent Gbagbo reste amer. L'ex-président ivoirien a déposé un recours alors qu'il est toujours sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest en 2011. Laurent Gbagbo, acquitté par la CPI de crimes contre l'humanité, a déclaré jeudi qu'il ne laisserait personne salir son nom. On m'a amené à la CPI, mais avec des tonnes d'accusations. Crimes contre l'humanité, crimes de guerre, viol, tout ça, mais j'étais là. Donc je me suis défendu. Et j'ai gagné. J'ai été acquitté. Ici, clandestinement, on se cache et on me met sur le dos une accusation. Non, c'est trop politicien, ce n'est pas digne d'être appelé un procès. Laurent Gbagbo a appelé l'actuel président Alassane Ouattara et l'ex-chef de l'État Henri Konan Bédié à œuvrer pour laisser un pays stable aux générations futures. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, les présidents Bédié, Ouattara et moi-même, c'est de nous conduire de telle façon que nous laissions aux jeunes générations une Côte d'Ivoire pacifiée. C'est ça qui doit être notre objectif. Notre objectif n'est plus de faire des coups pour nous-mêmes. Ce temps est passé. Reste à savoir si ces trois piliers de la politique ivoirienne ont en ligne de mire la présidentielle de 2025. Le Sénégal aussi, on le sait, a été secoué la semaine dernière par de violentes manifestations suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Depuis ce lundi, la vie a repris son cours normal, mais ce n'est qu'un calme précaire selon de nombreux Sénégalais qui craignent le retour des violences. Dans notre entretien de Washington Bureau hier avec nos confrères de la Voix de l'Amérique, le sujet a alimenté nos échanges. Je vous propose l'extrait de l'analyse de Jacques Aristide sur la question liée aux possibles voies de sortie de crise dans ce pays longtemps considéré comme un exemple de démocratie et de stabilité. On l'écoute. Alors, dialogue et médiation, ce sont les mots qui reviennent comme ça sur le tapis, Maïmouna, entre toutes les parties prenantes pour apaiser les tensions. Enquête indépendante, et comme je vous l'ai dit, le gouvernement sénégalais a annoncé mercredi une enquête pour faire la lumière sur toute cette situation. Maintenant, vous avez Sonko et ses partisans, son parti qui réclame également
une enquête sur ces allégations de complot, voilà, pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle l'an prochain. Le respect également du système judiciaire et constitutionnel pour garantir un processus démocratique plus équitable, selon certains. L'implication évidemment de la communauté internationale, par exemple l'Union africaine, les Nations unies ou d'autres organisations internationales. Alors, de même, Maïmouna, des organisations de la société civile au Sénégal, des organisations, des ONG qui prônent la paix, ont appelé à un dialogue direct entre le président Macky Sall et l'opposant Ousmane Sonko en vue d'une sortie de crise immédiate. Donc certains pensent que s'il y a cet entretien, ce face-à-face, ce tête-à-tête direct entre les deux leaders, que cela pourrait changer beaucoup de choses. Comme diraient les Américains, un game changer. Donc cela pourrait être un développement majeur, selon certains. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À demain pour un autre point de l'actualité. D'ici là, ne zappez surtout pas. Nos programmes se poursuivent. Bonsoir.